À chaque fois qu'ils effectueront un nouveau saut et franchiront un sas, les vaisseaux vont subir un ralentissement vibratoire intense, et parallèlement, ils seront soumis à une brutale accélération temporelle. Précisons que dans la matrice artificielle, le temps est l'énergie de substitution de l'énergie christique, immanente à la matrice originelle. C'est le temps, en effet, qui permet de coaliser chacune des 7 dimensions majeures de la matrice artificielle. Par nature, cette force est donc totalement étrangère au commando d'élite. Les premiers-nés en ont donc entendu parler sans pouvoir vraiment la définir. À présent, ils connaissent sa morsure. Comme nous l'avons déjà dit, notre matrice est conçue sur la base d'une intrication de 7 dimensions, elle-même constituée d'une infinité de micro-couches intriquées, essentiellement temporelles, et qui tendent à une autocorrection, une fusion permanente. Il est difficile d'imaginer l'imbrication dans l'espace de ces 7 sphères de densité. L'image la plus simple que je peux vous proposer est celle d'un poste radio qui capterait une seule bande de fréquence, la basse fréquence par exemple. Ce poste de radio sera donc incapable de recevoir les moyennes fréquences, les hautes fréquences ou encore des ultra hautes fréquences, etc. Il n'empêche, toutes les bandes de fréquences que je viens de citer, même si elles ne sont pas captées par notre poste de radio, existent dans le même espace et sont utilisées quotidiennement. Il en est de même des 7 sphères de densité de la matrice artificielle. Celles-ci ne sont évidemment pas compartimentées en ondes radio, mais en ondes temporelles. Ainsi, l'être humain, avec son récepteur ADN, parvient à décoder et à traduire notre dimension temporelle sous la forme d'un espace-temps, mais il n'est pas capable de capter les 6 autres bandes de fréquences temporelles qui forment, avec notre dimension, la structure complète de la matrice artificielle. Il n'en reste pas moins que nous sommes constamment traversés par ces réalités qui occupent toutes le même espace, toutes, sauf une, la 7e sphère de densité. Celle-ci est en effet séparée des autres sphères. Elle se concentre autour des soleils intérieurs des planètes, autour des soleils extérieurs, et enfin dans le microcosme, autour des soleils de l'ADN. C'est une exception qu'il convient de souligner. Les 6 autres sphères, dont la 3e sphère de densité dans laquelle nous évoluons, occupent en revanche la même zone qui s'étend jusqu'aux confins de ce que nous appelons le système solaire. Rappelons que chaque système solaire constitue un compartiment étanche de la matrice artificielle, laquelle possède donc des milliards de compartiments étanches formant l'ensemble de l'univers visible. Il faut définitivement oublier les notions erronées de dimension éthérée avec l'image de monde qui serait plus ou moins immatériel. Toutes les sphères de densité de la matrice artificielle sont solides, aussi solides et concrètes que la nôtre, pour qui se trouve à l'intérieur. Elles sont toutes composées de matière, matière possédant cependant des propriétés propres à leur état vibratoire, ce qui les rend irréelles à nos sens lorsque, sous certaines conditions, il arrive que nous soyons confrontés à elles, c'est justement que nous les percevons de l'extérieur depuis un autre état de fréquence. Ceci étant assimilé, il convient maintenant de comprendre une chose importante. Ces 6 dimensions, étant situées sur un plan vibratoire différent, auront un environnement et un décor différents. Ces différences sont dues au niveau vibratoire des sphères elles-mêmes et aux interactions des entités qui les habitent. C'est ainsi que la Lune, qui brille et apparaît tout en rondeur dans notre dimension, la 3e sphère, semblera sombre et en partie détruite à un observateur situé dans le bas astral, la 2e sphère, qui est vibratoirement la plus proche de la nôtre. De même, le centre-ville de Paris, grouillant de monde dans notre réalité, pourra être désert et dévasté avec la tour Eiffel détruite et renversée dans la dimension voisine. En effet, si elles partagent le même espace, les sphères de densité ne connaissent pas la même histoire, elles ne sont pas soumises aux mêmes lois temporelles ni aux mêmes lois de la physique. La population du bas astral, la 2e sphère de densité, est surtout concentrée sous la Terre, occupant de nombreux niveaux. On accède au niveau le plus profond par d'immenses portes qui ne s'ouvrent jamais en grand.
C'est par certaines de ces portes que l'on peut entrer dans la sphère racine de notre monde, le domaine de l'ombre, un territoire sans fin où les malheureux condamnés baignent dans un marécage de bile noire, visqueux comme du pétrole, jusqu'à la dissolution complète de leur âme. Certaines sentinelles veillent cependant en surface, en quête de proies faciles, errant la nuit, tels des spectres décharnés au milieu d'un paysage de désolation qui s'étend à perte de vue. Quand vient le jour, cherchant à s'abriter du pâle soleil rougeoyant qui brûle leur peau marbrée, ces créatures du bas astral se glissent au milieu des ruines et se recroquevillent comme des insectes au crâne exagérément allongé, puis restent blottis à l'ombre des maisons délabrées quelque temps jusqu'à ce que la nuit tombe. Les occupants du moyen astral, la troisième sphère de densité, notre sphère de densité, vivent à la surface de la Terre, mais au cœur d'un décor fluctuant qui menace à tout moment d'osciller entre ce que nous connaissons de plus magnifique, de plus beau, et le paysage macabre du bas astral. En réalité, dans notre sphère de densité, l'insécurité est totale. Comme je l'ai dit, c'est le monde qui correspond au purgatoire dans la mystique chrétienne. Et cette sphère de densité peut basculer d'un moment, d'un jour à l'autre. La population du haut astral, quatrième sphère, essentiellement composée de défunts, occupe l'atmosphère, littéralement le ciel, et vit sans en avoir conscience à l'intérieur d'immenses dômes flottants capables de recréer les conditions idéales de la vie sur Terre. Le film The Giver, paru en 2014, réalisé par Philip Noyce, nous donne, sans nous le dire, un aperçu des conditions de vie à l'intérieur de ces structures. Les dômes assurent un climat tempéré et un partage des jours et des nuits réguliers dans ce que nous pouvons qualifier de monde artificiel parasidiaque. Chaque dôme se trouve sous la responsabilité d'un gouvernement. La vie y est très organisée et très hiérarchisée. Chaque gouvernement a autorité sur des dizaines de milliers de familles d'âmes, possédant chacune son université dirigée par un vénérable. Tout est soumis ici à autorisation. Les familles d'âmes consacrent une très large partie de leur temps à l'étude, chacun étant invité avec bienveillance à préparer dans de bonnes conditions son retour dans la troisième sphère de densité. Pourtant, ceux qui demandent à accéder aux informations du grand livre, relatant en détail l'histoire de leur vie antérieure et future, doivent attendre très longtemps. Lorsqu'ils obtiennent enfin le droit de consulter le registre, ils n'ont pas la possibilité de lire plus que quelques lignes. La vision globale du plan les concernant ne leur est pas accessible. On leur dit que c'est pour leur bien, pourtant ils repartent frustrés avec encore plus de questions qu'ils n'en avaient auparavant. Il s'agit en fait ni plus ni moins d'un conditionnement visant à les faire adhérer progressivement au plan de leur prochaine incarnation, comme s'ils l'avaient conçu eux-mêmes. De même que notre existence ici-bas, dans la troisième sphère de densité, nous conditionne à accepter le haut astral comme étant le paradis, de même toute l'organisation à l'intérieur des dômes a été étudiée pour nous influencer suffisamment afin de préparer l'évolution sociétale voulue par les faux dieux dans la troisième sphère de densité. C'est le serpent qui se mord la queue. Les dômes sont isolés les uns des autres et communiquent via des navettes régulières. Au moindre incident, les gouvernements peuvent être dissous par une autorité supérieure étrangère aux dômes. Les dômes se retrouvent alors en quarantaine jusqu'à la résolution du problème. Les cinquième et sixième sphères de densité sont occupées principalement au niveau de l'éther, du fait de la taille des entités qui y vivent, mais aussi dans d'immenses cavités au sein même des planètes. Il faut savoir que les 6 sphères de la matrice artificielle sont enchevêtrées et parfois même se mélangent et se confondent lorsque la pression est si forte qu'elle infléchit le temps. La frontière entre deux dimensions voisines est alors compressée au point de ne plus être étanche. Ainsi, le bas astral et notre troisième dimension fusionnent et ne font plus qu'un à quelques petits kilomètres sous terre, et parfois même, dans certaines régions, à quelques dizaines de mètres sous la surface.
Il en est de même dans les profondeurs abyssales des océans. Ceci explique pourquoi de nombreux témoins ont observé d'étranges créatures et de drôles de lumière sous la terre et au fond des mers, ou jaillissant du fond des mers. Certains sols sujets à des variations électromagnétiques connaissent le même phénomène. Depuis les temps immémoriaux, ils ont été choisis par les sangs noirs pour y édifier des lieux de culte. L'accumulation de gros rochers sur un terrain ou encore la présence importante de sel sont propices à la formation de zones d'anomalie par lesquelles les créatures du bas astral peuvent faire irruption dans notre réalité. Aujourd'hui, ces créatures peuvent également emprunter les ondes émises par nos technologies et qui traversent toutes les dimensions pour se frayer un chemin jusqu'à nous. La pression exercée dans l'éther à l'approche du White-In provoque le même phénomène. C'est pourquoi de plus en plus de créatures aériennes en provenance du bas astral se manifestent dans le ciel, parfois sous la forme de boules lumineuses ou d'engins brillants, donnant l'impression de tomber à la façon des feuilles mortes, d'autres fois sous forme de méduses ou encore de nuages irradiant la lumière et se déplaçant bizarrement. Notre dimension subit actuellement un véritable bombardement de créatures du bas astral sans que nous en mesurions réellement la menace. Beaucoup pâliraient de terreur et ils s'enfuiraient en courant si seulement ils avaient les yeux pour le voir. Retrouvons les saintes myriades là où nous les avions laissées. Lors de chaque passage d'une dimension à une autre, les chevaliers laissent une empreinte énergétique qui dérive au gré des courants éthériques. Ces flammes blanches dérivant à travers les 4 sphères de densité sont autant de relais et de balises qui leur serviront de liaison pour remonter jusqu'à la source, la matrice originelle. Imaginez une flamme blanche qui se subdiviserait, ou devrais-je dire multiplierait, en 4 flammes absolument identiques et connectées entre elles, sans rien perdre de sa splendeur et de sa puissance. À peine arrivés dans la haute atmosphère de la planète de destination, les capitaines de chaque vaisseau passent l'ordre de débarquement. Les saintes myriades se jettent alors comme un seul être dans l'éther. C'est ainsi qu'ils s'infiltrent dans les mondes, chacun attendant de pouvoir s'ancrer à l'ADN cible qui lui a été attribué selon un plan préétabli par la résistance. Voilà comment les commandos d'élite ont profité de la faille de l'ADN modifié de l'animal humain pour s'infiltrer dans son corps. Paul donne quelques confirmations de ce processus dans 1 Corinthiens 15, 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Après avoir découvert la première infiltration des commandos d'élite, les faux dieux décidèrent d'éradiquer la quasi-totalité de la première génération piratée de leurs créatures. C'était au commencement des mondes, bien avant le temps des hommes. Cette extermination massive destinée à chasser les premiers-nés de la sphère racine arriva un peu tard, et par l'action concertée des commandos d'élite, de nombreuses zones de la matrice artificielle retournèrent dans le royaume durant cette période. Devant ce désastre, les archontes furent contraints de prendre de nouvelles mesures pour qu'un tel événement ne puisse jamais se reproduire. Le souvenir de cette première grande victoire de la résistance a été entièrement déformé et inversé, puis transmis de génération en génération aux créatures des faux dieux à travers 2 récits symboliques, celui de la chute et du péché originel et celui du déluge. Le chapitre 3 de la Genèse qui relate la chute de la créature est en réalité la somme de 2 histoires qui se confondent pour n'en former qu'une. La partie concernant le serpent et l'absorption du fruit défendu raconte comment les faux dieux ont lié génétiquement l'ADN à la bile noire. L'arbre est ici révélateur d'une intervention génétique.
La seconde partie du récit, celle qui décrit la colère de Yahvé envers Adam et Ève, correspond à la découverte de l'ancrage des commandos d'élite sur la fréquence de l'ADN des créatures et aux complications qui s'ensuivirent. Dans l'esprit belliqueux et vengeur des archontes, cette infiltration qui ne pouvait pas être sanctionnée par des exterminations multiples méritait de toute façon un châtiment et des mesures de riposte. Ce mythe, porteur d'aliénation, a traversé les âges et tient encore une place prépondérante dans la façon dont une grande partie de l'humanité perçoit la vie. Il est en même temps un marqueur pour les faux dieux qui l'ont imaginé. C'est en effet un test d'obéissance et de docilité auquel ils soumettent leurs créatures. De fait, rares sont ceux parmi les exégètes qui ont assez de lucidité pour voir à quel point il était ignoble, de la part du prétendu créateur, de placer au centre du jardin un arbre que la créature n'avait pas le droit de toucher. Ce simple fait devrait justifier à lui seul une profonde remise en question de la nature même de Yahvé. Or, cela n'arrive jamais, car cette remise en question relèverait d'une anomalie allant à l'encontre de la programmation de la créature via la bile noire. Sauf protection invisible, toute créature qui en arriverait à ce raisonnement serait aussitôt repérée et éliminée par le déclenchement d'une maladie. L'épisode du déluge est l'autre grand récit symbolique lié à cette première attaque de la résistance. Genèse 6:5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Si l'Éternel est affligé, ce n'est pas à l'idée d'exterminer l'humanité qu'il a créée, non, 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 c'est à cause du comportement de l'homme plus assez docile à son goût depuis l'infiltration en lui des forces de la résistance. De fait, lorsque la Bible parle de la méchanceté des hommes, il n'est pas question de jugement moral. Lorsque les légions noires ont constaté l'infiltration des commandos d'élite, elles ont tout simplement décidé de se débarrasser des créatures qu'elles avaient créées avant que celles-ci ne deviennent ingérables. Le déluge était encore le meilleur moyen d'y parvenir. Par la suite, les archontes allaient choisir d'utiliser cette méthode tous les 26 000 ans pour modifier les paramètres ADN du robot biologique en fonction de ce qu'ils attendaient de lui et aussi en fonction des nouvelles conditions de vie sur Terre. Ainsi, non contents d'avoir façonné génétiquement les différentes générations de créatures qui se sont succédées pour en faire des esclaves, les légions noires ont manipulé leur histoire pour les maintenir dans la culpabilité de façon à ce qu'elles poursuivent une vie de labeur débilitante, dépourvue de sens et donc sans véritable espoir ni perspective d'avenir. C'est de cette façon, à force de mensonges, que le scénario de 26 000 ans fut progressivement élaboré sur la Terre. Après leur défaite, pour recouvrer leur domination sur les forces de la résistance, les faux dieux ont mobilisé les elfes noirs gardiens de l'astral. Il fut décidé en effet qu'à la fin de chaque cycle de 1000 ans, cette cohorte de déchus piégés dès la naissance de la matrice artificielle intégrerait le corps des sangs noirs afin de hâter la dévastation du monde. Pour contrecarrer l'infiltration des commandos d'élite, les légions noires ont ainsi introduit une procédure de sécurité sur les générations suivantes, un formatage profond qui se lance à la naissance de chaque individu. Ce processus de formatage qui a pour effet de brouiller et d'écraser filigrane par filigrane tous les codes de mémoire de l'animal humain durant les 6 premières années de sa vie se devait d'être déclenché par un terrible traumatisme, le traumatisme primordial. Voilà pourquoi, modifiant l'ADN de la femme, après cet épisode, Yahvé fit en sorte que la naissance des êtres humains soit une source de souffrance pour la mère et l'enfant. Genèse 3:16, il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur.
Tous les commandos d'élite qui allaient se réincarner, ou tous ceux qui à l'avenir parviendraient au terme du long et dangereux voyage à s'ancrer pour la première fois au plus profond de la matière, après avoir surmonté toutes sortes d'agressions et d'épreuves, subiraient désormais ce traumatisme déclencheur du formatage de l'ADN hôte auquel ils s'ancreraient. Ce formatage morcelle l'accès à leur mémoire, si bien que les elfes infiltrés dans la matrice artificielle en oublient leur mission et pire encore finissent par douter de leur propre existence. Au fil des incarnations et des formatages passant de l'éveil au sommeil le plus profond, le collier de flammes blanches qui les reliait à la matrice originelle est devenu bleu. Les flammes noires, quant à elles, correspondent aux elfes qui malheureusement n'ont pas survécu à la guerre de l'ombre. L'histoire de la chute s'est déroulée bien avant la création de l'homme qui en a simplement hérité. De nombreuses créatures sous contrôle des faux dieux ont en effet précédé l'humanité sur la terre. Cette première victoire et la riposte qui s'ensuivit ont abouti à la naissance du monde que nous connaissons. Depuis, les légions noires se sont organisées, mais la résistance aussi. Elle a adapté sa stratégie. Les commandos d'élite ne pouvaient pas entrer dans cette dimension. Ils sont là pourtant, prêts au combat. Ils sont arrivés dans le monde en passant par les soleils intérieurs des planètes habitées, ayant réussi à s'ancrer sur les fréquences de créatures génétiquement modifiées. Les chevaliers, les pirates, font désormais partie de nous. Ils sont une partie de nous. Il y a un elfe en chacun de nous. Personne ne viendra nous sauver. Tout simplement parce que nous ne sommes pas l'enjeu du problème. Nous sommes en même temps le problème et la solution au problème.